Bonjour Olivier Zajac, vous Bonjour. avez publié cette année aux éditions Chroniques cet atlas, Frontières des confins d'autrefois aux murs d'aujourd'hui. On va revisiter l'année 2017 avec vous sous cet angle, sous l'angle des frontières, et également on va essayer de regarder 2018 sous ce même angle. La première chose quand même que je voulais vous demander, c'est quel est pour vous votre enseignement pour cette année? Cette année, elle a été assez exceptionnelle, en ce sens qu'on a vu la convergence de deux phénomènes très importants pour la notion de frontière. D'un côté, on continue à avoir un alignement culturel au niveau planétaire, au niveau global, véritablement avec une culture d'ensemble qui rapproche les populations, les peuples. Et de l'autre côté, on voit une éclosion, une explosion d'affirmations culturelles locales cette fois-ci. Et ces deux phénomènes, ils convergent et ils donnent à la notion de frontière une nouvelle actualité. C'est pour ça que ces frontières, elles reviennent, elles nous rappellent à la longue durée, à l'histoire, à sa violence et aussi à sa richesse. Donc 2017, ça a été une année des frontières. L'un des phénomènes marquants de cette année, on va les prendre à pêle-mêle, à la fois à l'étranger et en France, ça a été la défaite au plan militaire, au plan territorial de Daesh. Est-ce que cette défaite marque finalement le retour, en tout cas illustre le fait que la tentative de remettre en cause les frontières héritées des accords Sykes-Picot à la fin de la Première Guerre mondiale, qui consacraient par exemple les frontières de pays comme la Syrie ou les frontières de pays comme l'Irak, est-ce que cette tentative de mettre en cause cet ordre de Sykes-Picot a été un échec cette année? Et en tout cas, oui, on peut dire qu'il a été un échec relatif, parce qu'en réalité, les raisons qui ont poussé Daesh, l'État islamique, à demander la révision des frontières, on se souvient de ces bulldozers conduits par les soldats de l'État islamique qui, très symboliquement, détruisaient des levées de terre issues des accords Sykes-Picot entre la Syrie et l'Irak, le mandat français, le mandat britannique. On se souvient de la force de ces images, et ça avait véritablement un écho dans l'esprit de certaines populations. Et en même temps, on a vu au Moyen-Orient que l'idée selon laquelle tout pourrait être réglé par des redécoupages territoriaux, des indépendances éventuellement, celle du Kurdistan, eh bien, n'était pas une solution à court terme viable. Et il y a une sorte de résistance des États-nations, c'est-à-dire la Syrie aujourd'hui, l'Irak aujourd'hui, une sorte de patriotisme dans le cadre justement de ce qu'on considérait comme artificiel, c'est-à-dire ces États nés des accords Sykes-Picot. Donc il y a deux mouvements, la demande de nouvelles frontières pour des affirmations culturelles au niveau infra-étatique, et puis en même temps le besoin d'une certaine stabilité. On sait ce qu'on a dans les frontières actuelles, on ne sait pas ce que donnerait un redécoupage et si ça ne serait pas justement le chaos dans les années qui viennent. Donc pour l'instant, un très prudent attentisme, non seulement de la part des gouvernants, non seulement de la part des parrains régionaux du niveau international, mais également des peuples sur place. Donc une résistance des frontières traditionnelles au Moyen-Orient, c'est l'enseignement de 2017, vous dites. Il y a un autre enseignement, cet entretien est enregistré juste avant les élections régionales en Catalogne de ce 21 décembre, mais quand même on peut tirer quelques leçons du référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Quelles sont en tout cas celles que vous tirez? Voilà, la leçon principale, c'est que l'État-nation, contrairement à un discours dominant dans la science politique ou dans d'autres disciplines depuis 20-25 ans, l'État-nation n'est pas mort. L'État-nation n'est pas mort pour plusieurs raisons. D'abord parce que, dans le cas de l'Espagne, mais dans d'autres cas également, en Europe, on pensait être sorti de l'histoire en Europe et que cette problématique des frontières, finalement, on l'avait dépassée. On voit qu'il n'en est rien. L'État-nation, il résiste parce que, entre le niveau global qui devrait nous unir, mais on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes, et le niveau local qui tend vers une fragmentation, un certain tribalisme, ben le niveau national assure une sorte d'équilibre. Est-ce que ce qui vous a frappé, pardon, Oui. est-ce que ce qui vous a frappé dans le référendum catalan,
c'est que l'Europe finalement défende les frontières nationales. L'Union européenne défend les frontières nationales, contrairement à ce que on pouvait attendre, contrairement à ce que laissait pressentir la création de certaines institutions européennes, comme le Comité des régions. Oui, le Comité des régions, on a souvent accusé l'Union européenne d'être un complot régional, fragmenté, allemand, entre guillemets, contre les États-nations. Mais moi, ça ne me frappe pas, à la limite. Paradoxalement, je trouve que c'est totalement logique. On ne peut pas être une union, les mots ont un sens, Union européenne, et militer pour une fragmentation sans limite. Donc au bout d'un moment, pour que l'union se fasse, il faut quand même préserver un certain degré de coalescence, un certain degré de cohérence au niveau des rassemblements politiques. Donc, à mon avis, les nations ont encore un avenir, y compris dans l'Union européenne, qui devait consacrer leur dépassement d'une certaine façon. L'autre affaire européenne en 2017 et qui va continuer en 2018, ce sont les négociations sur le Brexit. Qu'est-ce que ça a comme impact concret sur les frontières ? Alors ça a un impact, d'abord il y a cette affaire de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Mais là il y a aussi il y a deux choses. On ne peut pas raisonner simplement comme si l'Irlande du Nord et l'Irlande, la République irlandaise, étaient deux entités totalement séparées. C'est un même peuple, même s'il y a une frontière étatique. C'est une frontière artificielle ? C'est une frontière artificielle, une frontière héritée, alors en partie héritée de l'histoire. Mais qui se renforcera avec le Brexit. Elle se renforcera avec le Brexit, sauf si le pragmatisme l'emporte, la réalité locale l'emporte. Aujourd'hui, les liens entre la République irlandaise et l'Irlande du Nord sont tellement étroits qu'on ne peut pas remettre des barbelés, c'est pas possible. Mais on est à l'intérieur de l'Europe. Mais les frontières, ce sont des barbelés ? Non, les frontières ne sont pas des barbelés, les frontières sont des filtres culturels. Et c'est la différence qu'il faut établir entre les frontières et les murs. Généralement, dans un certain discours un peu moral, de dépassement de l'État, encore une fois, on milite pour un monde sans frontières en disant la frontière c'est le mal, la frontière c'est la séparation, la frontière c'est le barbelé justement. Alors que la frontière c'est le contraire. La frontière c'est le filtre qui permet justement l'échange, l'écluse, le filtre, le pont qui permet la couture et également la couture et la coupure, les deux, coupure et couture, qui permettent de dialoguer tout en restant soi-même. C'est le gage en fait d'échanges apaisés, la frontière. Moins il y a frontières, plus il y a de murs en réalité. Justement, il y a un mur, en tout cas une frontière, une séparation, ça a été Jérusalem. Est-ce que le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, annoncé par Donald Trump, pourrait avoir un impact sur l'évolution des frontières entre l'État d'Israël et les territoires palestiniens ? Un impact immédiat sur l'évolution des frontières, je ne crois pas. Bon, il faut être très prudent dans ce domaine-là. Quoi qu'il en soit, un impact mental, oui, très certainement. C'est pas une erreur qui a été commise, hein, c'est une faute assez colossale, puisque de manière à donner un cadeau finalement à sa base électorale interne aux États-Unis, Donald Trump a tout lâché dans cette négociation, à son protégé. Finalement, les États-Unis ne peuvent plus être le garant d'une paix, en tout cas d'un processus de paix, quoi qu'on en pense, équitable. Là, ils ont totalement choisi leur camp, même si c'était le cas depuis longtemps, mais de manière assez brutale. Là, on voit effectivement une incapacité à comprendre la sensibilité de ce sujet sur place, y compris chez les alliés d'ailleurs des Américains, les alliés régionaux. Olivier Zajac, l'un des événements éditoriaux cette année qui est passé complètement inaperçu, mais c'est la mort de Christian Malice, qui a été l'auteur des guerres du XXIe siècle, un livre de prospective sur l'évolution des conflits, qui disait notamment que toute politique étrangère était dictée par des considérations de politique intérieure. Vous adhérez à cette théorie? Est-ce qu'on a eu cette illustration avec Donald Trump? Oui, alors Christian Malice est un très grand de l'analyse stratégique, avec une très grande profondeur historique, des travaux sur Raymond Aron, sur la stratégie française qui sont véritablement datent, biographie du général Gallois. Donc Guerre et stratégie au XXIe siècle était son livre, un de ses derniers livres vraiment fondamental, et Christian Malice a raison. Bien évidemment, il y a des résonances entre la politique interne et la politique externe, elles ne sont pas séparées, contrairement à ce que certaines théories avançaient. Et en même temps, il s'agit, tout en sachant qu'elles sont connectées, il s'agit aussi parfois sur certains thèmes de savoir faire la différence. Et la problématique de Jérusalem en est une. On ne peut pas lier, du côté des États-Unis, on ne peut pas parler à sa base électorale du Kansas
à propos du sujet de Jérusalem en permettant que les conséquences génèrent des réactions en chaîne totalement incontrôlables et irrattrapables dans les relations internationales. Ça va trop loin. La connexion, elle se fait, mais ça va trop loin. Est-ce qu'il faut s'attendre à des troubles en 2018 à Jérusalem et dans la région, dans le Proche-Orient, le retour finalement au conflit proche-oriental qui était pour l'instant, qui avait baissé d'intensité? Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il ne faut pas non plus... je maintiens ce que j'ai dit, c'est vraiment une faute. Ouais. Il ne faut pas surévaluer les réactions. Ça fait longtemps que les soutiens et les parrains régionaux des Palestiniens ont passé par perte et profit toute sortie positive de ce côté-là. Donc oui, il y a déjà de l'agitation, oui, d'une certaine manière elle est légitime. En tout cas, le choc a été ressenti, mais ça va sans doute pas aller jusqu'à une révolution complète. En réalité, il y a beaucoup de pessimisme et il y a beaucoup de fatalisme de ce point de vue-là. Deux dernières questions, Olivier Zajac. D'abord, on a vu également lors de ces derniers mois, lors de ces dernières semaines, des tests nucléaires en Corée du Nord. Est-ce que ça peut justement avoir un impact sur cette frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord ? Pour l'instant, ça la renforcerait plutôt. C'est une des dernières frontières artificielles issue de la guerre froide. C'est l'un des buts, à votre avis, in fine, finalement, de ces tests nucléaires. Garder le pouvoir, donc... L'un des buts, c'est de la rendre intangible, cette frontière, effectivement. On a parlé également de l'Europe. Il y a un lieu en Europe qui parle à tout français, même s'il n'en est pas originaire, c'est la Corse. Vous dites dans votre livre que la création de nouvelles régions marque le retour de certaines frontières, notamment régionales, à l'intérieur du territoire national. La Corse, c'est précisément des élections qui ont été dues justement à la réunification de toutes les collectivités locales. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les frontières françaises ? Alors, il y a deux choses. D'une certaine façon, les nouvelles grandes régions qui ont été redécoupées, d'ailleurs de manière pas très participative, d'une certaine façon, elles dépassent des identités, des cultures qui étaient fortement ancrées. Les Alsaciens sont pas très contents de se retrouver dilués dans une grande région. Quant aux Picards, ils sont également assez furieux. Mais en même temps, ce redécoupage et le débat qui a eu lieu à propos de ce redécoupage a montré que les identités provinciales, régionales, elles continuaient à agir, elles continuaient à rayonner. Et c'est vrai en particulier dans certaines régions, Bretagne, Alsace et Corse, évidemment. On va revenir à la Corse, mais juste, je vous coupe. En Bretagne, au Pays de la Loire, il y a toute la question autour de Notre-Dame-des-Landes. Si, par exemple, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est décidé, est-ce que ça peut rendre toute cette partie de l'ouest de la France autonome par rapport à Paris ? Je ne crois pas. On est à un niveau de centralisme en France. C'est l'héritage de notre histoire qui fait qu'il n'y aura jamais vraiment d'autonomie complète extrêmement forte par rapport à Paris. C'est pas un aéroport, la localisation ou la création d'un aéroport qui va changer les choses. En revanche, il peut y avoir effectivement, il y a des conséquences en termes économiques. On l'a bien vu avec la polémique portée par Philippe de Villiers, par exemple, et d'autres. Le choix, on voit que la géographie est toujours présente. Les frontières, la géographie, les distances en politique, elles sont toujours présentes. On n'est pas dans un monde interconnecté où les distances ont disparu. Il est très important pour la Vendée au sud, pour les Pays de la Loire et la Bretagne au nord, de savoir si Notre-Dame-des-Landes va effectivement être créée ou pas. La géographie continue à régner, même au niveau local. Sur la Corse, donc, l'enseignement pour vous, c'est quoi ? L'enseignement, c'est que on a cru que, d'une certaine façon, en Europe, ces 20 dernières années, on avait dépassé l'histoire, on avait dépassé les pesanteurs culturelles, les identités, les appartenances, on allait vers autre chose, et que l'identité, c'était fait pour le reste du monde, d'une certaine façon. En réalité, on n'est pas sorti de l'histoire. Les peuples sont toujours présents. Les appartenances culturelles continuent à jouer, y compris en Europe, ce continent qui se voulait postmoderne. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va vers des indépendances inéluctables et des fractures inéluctables à l'intérieur des États-nations européens. En revanche, ces États-nations européens doivent jouer avec la résilience, on va dire, de ces identités et de ces cultures. Et du point de vue politique, ça nécessite un jeu d'équilibre assez subtil, qui est un vrai défi pour le gouvernement actuel et pour
tous les gouvernements qui viendront ensuite. Et la Corse n'en est qu'un des exemples, peut-être le plus fort, le plus marqué. Ouais. Qu'est-ce que vous allez guetter en 2018 ? En 2018, du point de vue des frontières, Absolument. Du point de vue des frontières, je pense que alors, il y a les frontières terrestres, on a parlé du Moyen-Orient, on peut parler de l'Afrique. Là, effectivement, il y a le renouvellement de tensions anciennes qui mèneront peut-être à d'autres indépendances, des sécessions. Mais ce qui me semble intéressant d'étudier pour 2018, c'est les frontières dans ce qu'on pourrait appeler les espaces lisses. Les étendues maritimes, l'espace extra-atmosphérique. Là, il y a des jeux de frontières qui sont à l'œuvre, de nouveaux redécoupages, de ce qu'on appelle des territorialisations nouvelles. Je pense à la Méditerranée. Il y a une appropriation progressive de la Méditerranée, nouvelles frontières maritimes qui sont en train de se créer, la mer de Chine méridionale, avec cette avancée de Pékin, et puis dans l'espace... L'Arctique, c'est un nouveau front, les Américains s'y intéressent beaucoup, il y a beaucoup de rapports en ce moment là-dessus. Et l'espace, alors l'espace c'est ce qui me passionne un peu, et dans le livre j'y consacre un grand chapitre. Il y a un processus d'appropriation dans l'espace, on voit ça un peu, vous voyez, comme une nouvelle frontière scientifique qui appartient à toute l'humanité, et en fait il y a des logiques politiques, des logiques d'appropriation, des logiques stratégiques et de pouvoir qui sont en train de se mettre en place dans les orbites basse, orbite moyenne, orbite haute, orbite géostationnaire, et véritablement on voit ici que la politique continue à surdéterminer la technologie, l'économie et d'autres champs. C'est la politique qui domine, et donc les distances, la géographie, l'intérêt continuent véritablement à structurer la politique, et c'est ce que montre le thème des frontières en Europe et dans le reste du monde. Les frontières, nouvelles et anciennes, eh bien elles sont toutes ici, et c'est aux éditions Chroniques. Merci Olivier Sageck. Merci Bonne beaucoup, année. Vincent.